Aujourd'hui, je suis à la Maison du Brésil, un bâtiment qui a été conçu par Le Corbusier à la Cité universitaire à Paris, car dans un précédent numéro, j'ai fait le bilan de la présidence de Lula au Brésil, et aujourd'hui, je vais vous parler tout à fait en détail du modèle énergétique brésilien. C'est un modèle qui est tout à fait spécifique et qui a un impact important sur l'économie internationale. Dessinons le schéma de la production d'énergie primaire au Brésil par source. On voit le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, qui est nécessaire à l'énergie nucléaire, l'hydroélectricité, le bois et la biomasse issue de la canne à sucre, et les énergies renouvelables comme la géothermie, le solaire et l'éolien. Bien, à partir de ce graphique, on a plusieurs constats. Le pétrole est la première énergie produite au Brésil et cette production suffit à la consommation du pays. Aujourd'hui, le Brésil détient près de 13 milliards de barils de réserves prouvées, soit à peu près 1% des réserves mondiales, et ce principalement dans des gisements offshore. Le Brésil est désormais le deuxième producteur de pétrole d'Amérique latine, derrière le Venezuela, mais il pourrait bientôt devenir un exportateur net grâce au gisement de Tupi. Tupi a été découvert en 2006 au large des côtes de Rio de Janeiro, dans les couches dites du pré-sel, qu'il faut donc aller chercher à quelques 5000 mètres de profondeur. D'après les estimations, Tupi pourrait accroître les réserves prouvées du pays de 62%, et puis cela viendrait modifier aussi la donne en termes qualitatifs, parce que ce type de pétrole est plus léger, moins cher à raffiner, donc plus rentable que celui extrait des gisements brésiliens actuels. Parce que le Brésil doit exporter son pétrole cru, plus lourd, et en même temps importer du pétrole raffiné. C'est important à savoir parce que cette dépendance lors des crises pétrolières des années 70 a entraîné le pays à investir dans la recherche-développement des carburants alternatifs. Donc deuxième énergie produite, la biomasse issue de la canne à sucre dont on extrait les agrocarburants. Le Brésil est un précurseur dans ce secteur car dès la première crise du pétrole de 1973, le pays a mis en route le programme dit Proalcool pour remplacer l'essence par des carburants d'origine végétale. La fermentation de plantes telles que la canne à sucre a donné naissance à la filière de l'éthanol qui s'est rapidement développée. Aujourd'hui, près de 90% des véhicules vendus dans le pays sont équipés d'un moteur dit flex fuel qui fonctionne indifféremment à l'essence, à l'éthanol ou à un mélange des deux, et tous les carburants contiennent désormais de l'éthanol à hauteur de 25% dans chaque litre. Depuis 2005, le pays s'est lancé aussi dans la production à grande échelle du biodiesel, issu des huiles végétales contenues, entre autres, dans le soja. Alors plusieurs facteurs ont favorisé cette stratégie industrielle et commerciale. D'abord la rentabilité énergétique de la canne à sucre, ensuite le faible coût de la main-d'œuvre et l'énorme potentiel de terres arables du Brésil. Dans un pays de plus de 8 millions de kilomètres carrés, les possibilités de mise en culture semblent infinies, et certains estiment que le Brésil disposerait d'à peu près 10 fois plus de terres qui pourraient être utilisées pour la production de canne à sucre, destinées à l'éthanol, et ce, hors forêt amazonienne. Alors comme cette production brésilienne d'agrocarburants dépasse largement la demande intérieure, le pays en est devenu le premier exportateur mondial, et avec cette position de leader sur le marché des agrocarburants, le Brésil cherche à les imposer comme nouvelles matières premières cotées. Donc les agrocarburants sont centraux dans la politique énergétique brésilienne et même dans la définition de la stratégie internationale du pays. C'est bien pour cela qu'en août 2008, Lula a fait une tournée dans 5 pays centra-américains pour essayer de promouvoir le développement des agrocarburants comme moteur de l'intégration économique du continent. Alors ce type d'action diplomatique, il faut aussi la lire comme une bataille d'influence, une sorte d'opposition à la vision du président vénézuélien Chavez, centrée, elle, sur les hydrocarbures dont le Venezuela regorge. Maintenant, troisième spécificité du pays, l'importance de l'énergie hydraulique. Le Brésil a des fleuves immenses, il a tiré profit de cette richesse en construisant de nombreux barrages, comme par exemple celui d'Itaipu à la frontière avec le Paraguay, qui est le deuxième plus grand barrage au monde. Plus de 800 usines hydroélectriques ont été construites dans le pays, vous voyez là les principales, et en 2007, 84% de l'électricité du Brésil venait de la seule production hydroélectrique. Cette production a été multipliée par 10 en 40 ans,
Et pourtant, le potentiel brésilien est sous-exploité. Une grande partie des ressources se trouve en Amazonie, où les contraintes techniques et écologiques sont très importantes. C'est le cas de figure du barrage qui doit être construit à Belo Monte, sur le fleuve Xingu, au cœur de la forêt amazonienne. Ce nouveau barrage devrait fournir de l'électricité à plusieurs millions de personnes, mais sa construction aura un énorme impact et sur l'environnement, et sur la forêt, et bien sûr sur les populations locales, et du fait des variations du débit du fleuve, le barrage ne tournerait à plein régime que 2 mois par an, et donc serait inefficient une bonne partie de l'année. D'où un regain d'intérêt ces dernières années pour les petits projets hydroélectriques de moins de 30 MW de puissance. Maintenant, dans notre mix énergétique, voyons l'uranium, qui est destiné à l'énergie nucléaire. Le Brésil détient 5% du total des réserves mondiales d'uranium, et il est doté en même temps des technologies nécessaires à l'enrichissement. Le pays s'est lancé dans la filière nucléaire dans les années 70, sur le site d'Angra, mais en 1986, les préoccupations environnementales et économiques ont mis un terme à la construction d'un 3e réacteur, puis finalement Lula a annoncé en 2006 qu'il fallait relancer le nucléaire et accroître le parc de production nationale. Donc les 2 réacteurs actuels qui produisent 3% de l'électricité du pays seront rejoints en 2015 par Angra 3. Et 4 autres réacteurs d'ici 2025 devraient renforcer cette capacité du pays. Maintenant, dernier constat sur notre schéma, les énergies renouvelables. Tout d'abord l'éolien. Vous voyez sur la carte du pays les zones où la vitesse du vent est suffisante pour installer des éoliennes. Le pays disposait de 605 MW de puissance installée fin 2009, et selon une étude du Centre de recherche brésilien pour l'énergie électrique, l'exploitation des vents, notamment dans la région du Nord-Est, permettrait de passer à plus de 350 gigawatts si les investissements appropriés sont faits. Le solaire au Brésil est actuellement la moins exploitée des énergies propres. Or, là aussi le potentiel est très grand, le pays étant situé entre l'équateur et le tropique du Capricorne, donc avec de nombreuses heures d'ensoleillement chaque année. Voilà, on l'a compris, le Brésil est un pays très gâté par la nature, ce qui lui permet de disposer d'un mix énergétique tout à fait particulier, et d'ailleurs c'est un modèle qui est difficilement applicable à d'autres pays de même taille. Lula, en 2008, a signé le Plan national contre le changement climatique, qui prévoit le développement en priorité de l'hydroélectricité et des agrocarburants. Ce sont des énergies faiblement émettrices de gaz à effet de serre et pouvant en même temps répondre à la croissance de la population et à la demande énergétique future. Alors on peut aussi analyser cette politique énergétique avec un esprit critique. D'abord, la construction de grands barrages hydroélectriques comme Belo Monte se fait directement au détriment de la forêt, des populations locales qui sont surtout indiennes et qui doivent alors aller chercher ailleurs de quoi vivre, augmentant ainsi le risque de déforestation. Ensuite, les agrocarburants demandent des surfaces en terres arables, prises sur les régions d'exploitation agricole et des pâturages, qui sont alors déplacées vers les limites des forêts. Et ces terres, tournées vers la production de carburant, risquent à terme d'entrer en conflit avec la production pour l'alimentation humaine. Or, le Brésil est aujourd'hui parmi les 10 pays au monde les plus émetteurs de gaz à effet de serre, et ce, sans prendre en compte les émissions issues de la déforestation et du changement de type d'occupation des terres. Le Brésil détient le record des pertes nettes de forêt sur les 5 dernières années, et pourtant, quand on regarde ce graphique, on voit bien que les surfaces de forêt perdues chaque année sont plutôt en baisse depuis 2004. En 2009, la forêt a perdu près de 7500 km², soit à peu près la superficie de la forêt des Landes. En 2007, Lula a déclaré dans l'enceinte des Nations Unies qu'en 30 ans, l'utilisation de l'éthanol comme carburant au Brésil aurait permis d'éviter l'émission de 644 millions de tonnes de CO2, mais on ne sait pas en revanche combien de millions de tonnes ont été émises pour la mise en culture des terres destinées à ces agrocarburants. En fait, le Brésil n'est pas contraint par le protocole de Kyoto de réduire ses émissions de CO2. C'est un pays émergent. Or, juste après la conférence de Copenhague, le président Lula a pris l'engagement public de réduire de 39% les émissions de CO2 du Brésil d'ici 2020 par rapport aux émissions de 2003. Alors, c'est un engagement qui est très ambitieux, volontariste,
et qui va être très difficile à respecter par celui ou celle qui va lui succéder à la présidence de la République. D'abord parce qu'il y aura la mise en route du gisement pétrolier de Tupi, dont je viens de vous parler, et d'autre part, cela supposerait une réduction très importante de la déforestation dans la forêt amazonienne. Alors sur cette question importante, vous pouvez lire le livre d'Alain Rouquier, Le Brésil au XXIe siècle, aux éditions Fayard, Naissance d'un nouveau grand. Vous pouvez lire aussi Alternative Sud, une revue qui consacre un numéro au Brésil de Lula, un bilan contrasté. Et puis, je vous signale la parution d'une nouvelle revue qui s'appelle Le Monde en carte, Carto, dont le premier numéro est consacré à la puissance russe et justement sa géopolitique de l'énergie, donc Carto.